Allô? 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 Bien, bonjour et bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, c'est le 17 juillet, donc la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la justice internationale. Fait que pour célébrer l'événement, nous avons invité donc au REMDUS, le regroupement des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke, Maître François Corriveau, pour nous parler donc de la vulnérabilité accrue donc de la communauté étudiante internationale sous permis d'études. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en direct sur la page Facebook du REMDUS. Nous sommes également écoutés sur les campus délocalisés à Longueuil et à Fleurimont, donc au campus de la santé, au campus donc délocalisé à Longueuil. Donc, je vous souhaite une bonne conférence. Monsieur François Corriveau, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Alors, merci. Merci au REMDUS de m'avoir invité pour cette présentation. Donc, François Corriveau, je suis avocat en droit corporatif, commercial et du travail. Je suis également médiateur dans ces domaines-là. J'œuvre principalement en droit des organisations à but non lucratif. C'est sûr qu'avec cette présentation-là, plusieurs personnes pourraient se poser la question en quoi un avocat en commercial pourrait nous parler de droit international, pourrait parler d'immigration. Évidemment, ce n'est pas mon domaine d'expertise principal. Malheureusement, Maître Taillefer, qui a collaboré à la présentation, qui lui-même est un avocat qui a travaillé pendant un certain temps en droit d'immigration, n'a pas pu être présent aujourd'hui. Ceci étant dit, je m'assurerai de pouvoir répondre le plus possible à vos questions à la fin de la présentation. Donc, pourquoi François Corriveau pour parler de la vulnérabilité des étudiants, surtout les étudiants internationaux? Eh bien, parce qu'une grande partie de ma clientèle sont des associations étudiantes et la condition étudiante, la question de la condition étudiante, est une question qui m'intéresse et qui m'interpelle particulièrement. Quand on parle de justice internationale, oui, on parle de rapports entre les États, on parle de rapports entre les peuples, mais à l'origine, la question de la justice internationale est partie d'un débat au XVIe siècle sur la question très simple de peut-on mettre les peuples amérindiens en esclavage? Une question qui, fondamentalement, interpelle l'humain, interpelle l'humanité. Et je pense que toutes les questions de justice internationale, que ce soit les grands enjeux sur les peuples, mais que ce soit aussi les questions de crimes contre l'humanité, que ce soit aussi les questions de justice pénale internationale, partent nécessairement de l'humain. Et une question qui est d'actualité au 21e siècle est la question des personnes migrantes, que ce soit les réfugiés, que ce soit aussi les travailleurs migrants, que ce soit, je pense, les étudiants migrants, et les questions d'immigration. Parce que dans un monde de plus en plus mondialisé, le rapport des peuples entre eux et la migration des populations est de plus en plus un enjeu. On parle beaucoup des travailleurs migrants. Présentement, l'Organisation des Nations Unies a en place une convention sur les travailleurs migrants, par ailleurs, auquel aucun pays recevant des réfugiés ou des migrants n'a adhéré pour l'instant, mais une convention qui est malgré tout en vigueur. Mais il n'y a pas de convention internationale sur les étudiants. L'étudiant comme tel reste une personne étrange et juridiquement non définie au Canada comme ailleurs dans le monde, en tout cas du moins dans la plupart des pays. Alors, pourquoi en parler? Bien d'abord parce qu'une réflexion sur la condition des étudiants, surtout des étudiants internationaux, débute par une sensibilisation à leurs conditions ici au Canada. Mais avant de parler de l'étudiant international, parlons de l'étudiant en général. Pour l'étudiant, la finalité de ses études, ce qui le définit comme étudiant, c'est son projet d'études et dans la finalité d'en faire généralement carrière. Comme je le disais, il n'y a pas de définition juridique du rapport entre l'étudiant et son établissement d'enseignement qui lui soit propre. Il va y avoir beaucoup de caractérisation. Est-ce que c'est une prestation de service de l'établissement d'enseignement à l'étudiant? Est-ce que, dans certains cas, comme beaucoup de groupes vont essayer de faire la démonstration, est-ce que l'étudiant est un travailleur intellectuel? Ce qui le mettrait dans une toute autre catégorie juridiquement parlant. Mais au Canada, on n'a pas tranché cette question-là. L'étudiant reste dans
un ensemble, une mosaïque de relations contractuelles avec autant l'établissement d'enseignement que les groupes qui vont financer sa formation, que le gouvernement, par exemple. Donc, on ne caractérisera pas l'étudiant juridiquement, mais on va explorer son vécu. Pour l'étudiant, c'est donc un investissement. C'est un investissement en temps, c'est un investissement en argent. De deux façons, le coût des études, mais également en termes de travail perdu. Le fait de passer du temps à temps plein aux études ne laisse pas le temps d'être travailleur à temps plein. Donc l'objectif, c'est d'obtenir une formation, d'obtenir dans certains cas une qualification pour pouvoir faire carrière, ou du moins pour pouvoir se développer dans un champ d'expertise particulier. Dans certains cas, pour beaucoup d'étudiants aussi, ça va impliquer des déplacements. Ça va impliquer des déplacements, oui, à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la province. Les universités ne sont pas partout sur le territoire, quoiqu'au Québec, nous sommes particulièrement bien pourvus en termes de représentation territoriale des universités. Mais ça implique pour beaucoup d'étudiants québécois de sortir de leur village ou de leur municipalité pour aller se déplacer, étudier ailleurs. Donc, c'est beaucoup d'investi de la personne, que ce soit en temps, que ce soit en argent. Et ça va être pire encore quand l'étudiant doit faire déplacer sa famille, soit parce qu'il a déjà une famille de construit, soit dans le cas de parents qui sont monoparentales, ou dans le cas, par exemple, de personnes qui retournent aux études, donc qui font un deuxième retour aux études ou qui se lancent aux études pour changer de carrière. Donc, dans tous ces contextes-là, l'étudiant met beaucoup de lui-même. Et il y a un risque. Il y a le risque que le projet d'études n'aboutisse pas. Ça va être le cas pour des étudiants qui vont tomber malades, pour des étudiants qui vont avoir toutes sortes de malchances. Mais il y a des cas où les étudiants ne compléteront pas leur projet d'études parce qu'il est arrivé un événement dans le cadre de leurs études qui ont mis fin à ce cheminement-là. Pour les étudiants québécois, comme pour les étudiants internationaux, ça pourra avoir un lien avec le rapport à l'établissement d'enseignement. Dans les cas des étudiants internationaux, par contre, on verra que le contexte rend la chose encore plus lourde pour ces derniers. Le risque vient entre autres du rapport de force entre l'étudiant et l'établissement d'enseignement. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent pour toutes sortes de raisons. On va l'oublier pour des raisons, comme je disais, de qualification juridique, mais aussi de perspective sur l'enseignement. L'étudiant universitaire est, dans la très grande majorité des cas, un adulte. Mais souvent, on va le percevoir comme quelqu'un d'inférieur. Non pas en termes de qualité de l'humain, mais en termes de rapport de force, en termes de connaissance, en termes de pouvoir. Et c'est étrange de mon expérience de voir comment, institutionnellement, et là je ne veux pas mettre aucun administrateur universitaire contre moi, mais souvent institutionnellement, donc à travers les politiques, à travers les structures, à travers les fonctionnements, on va prendre le côté de l'adulte, de l'étudiant, quand ça fait notre affaire, mais pour le reste du temps, on va percevoir l'étudiant comme un enfant. Et ça sera bon pour les gens aux études collégiales, aux études de premier cycle, mais même aux études supérieures. Et dans certains cas, par des étudiants qui ont 45, 50, 60 ans. Je passe. Mais le rapport de force existe non seulement à cause de cette perspective-là, mais aussi en termes de rapport de force plus large. L'étudiant est souvent seul contre une institution, contre un système, contre une organisation. On y revient. Bon. De façon générale, structurellement, réglementairement parlant, l'université va créer des situations d'arbitraire qui vont avoir un impact direct sur le projet d'études des étudiants. Ça existe dans à peu près toutes les universités, ça existe à l'Université de Sherbrooke. Je vous donne des exemples. Dans le règlement des études, il va y avoir plusieurs situations d'exclusion du programme. On entend
mise hors programme, fin des études. Évidemment, il y a souvent des modalités de réapplication, mais le fait d'avoir été mis hors programme, généralement, ne joue pas en la faveur de l'étudiant qui veut faire une réadmission dans un programme contingenté. Donc, des mesures d'exclusion. La première, c'est la durée des études. Les règlements universitaires, le règlement de l'Université de Sherbrooke ne fait pas exception, va prévoir des délais maximum pour la durée des études. Au baccalauréat, c'est rarement un problème, sauf dans certains cas, et je me mets en faute, de la faute de l'étudiant. Aux études supérieures, la relation dans le domaine de la recherche entre l'étudiant, son directeur de recherche, l'équipe de recherche, les groupes subventionnaires et tous les autres partenaires de la recherche vont créer des délais, vont créer des contextes où l'étudiant n'est pas pleinement responsable des délais de sa formation, pouvant aller plus loin que les délais prévus par règlement. Évidemment, les universités vont généralement donner des sursis ou, comme c'est prévu au règlement, prévoir des périodes de grâce où l'étudiant va être sous contrôle. Mais dans un contexte où, par exemple, il existe un litige entre l'étudiant et les gens de l'administration, l'étudiant est seul par rapport au système pour faire valoir que sa situation, qui techniquement le mettrait hors programme, n'est pas totalement de son ressort et dans certains cas, n'est absolument pas de son ressort. Autre modalité d'exclusion, au niveau des évaluations. Au premier cycle, les stages, par exemple. C'est bon à l'Université de Sherbrooke, c'est encore bon partout au Québec. J'ai eu un cas d'une étudiante dans un programme de cycle supérieur, cette fois-ci, où le stage était une condition finale du programme. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un programme professionnel et l'ordre professionnel exigeait la réussite d'un stage pour la qualification à l'ordre. Mais l'évaluation du stage se faisait principalement par deux personnes. La responsable du stage dans le milieu de stage et la responsable pour l'université, qui, elle, n'était pas dans le milieu. L'étudiante a eu un litige avec la personne dans son milieu de stage. Le litige, est-ce qu'il justifiait un échec? Peut-être, peut-être pas nécessairement. Mais le problème, c'est que l'évaluation est tellement arbitraire, c'est-à-dire que la personne qui est responsable de l'étudiant choisit ou non de mettre une note de façon non particulièrement objective. Elle va avoir des critères qu'elle doit évaluer, mais ce n'est pas comme un examen où on a un résultat écrit qu'on peut faire évaluer par d'autres personnes. C'est les observations en cours de stage qui vont permettre de juger si oui ou non l'étudiant a qualifié. Donc, cette personne-là peut rendre une décision d'échec et, après ça, aller voir la personne qui fait l'évaluation pour l'institution, l'établissement d'enseignement, et faire un rapport de ce qui est arrivé, qui est aussi source d'échec. Donc, on a un étudiant qui n'a à peu près aucun recours parce qu'elle devra démontrer à deux personnes déjà concertées qu'elle a eu un échec, qu'elle n'a pas eu un échec, alors que c'est l'évaluation de ces personnes-là qui va être finale. Et pour les programmes de cycle supérieur, un échec à une évaluation finale, c'est une expulsion, c'est une exclusion du programme. Après, dans certains cas, 2, 3 ans d'études. Et pour les gens qui doivent accéder à des formations professionnelles, c'est des situations où ils n'ont plus accès à leur profession parce que l'ordre professionnel demande la diplomation, demande la réussite du stage. Les conditions à ce moment-là, l'étudiant doit refaire des études ailleurs, doit faire une redemande d'admission, mais encore une fois, il a été mis hors programme, donc si le programme est contingenté, ça réduit beaucoup les chances d'admission, même si toute la formation, toute la scolarité a été remplie. C'est comme ça dans le milieu universitaire pour les stages, c'est aussi comme ça dans le milieu collégial. Pour ne pas nommer un cégep où j'ai travaillé comme représentant pour l'association étudiante, encore une fois, milieu de stage, soins infirmiers, où les infirmières sur place ont un contrôle sur l'évaluation, mais aussi sur toute la durée du stage. Et dans certains cas, à l'époque, j'espère que ça a évolué depuis, les plaintes qu'on avait venaient toutes d'hommes ou de femmes qui n'étaient pas particulièrement pâles. Il y avait toujours des enjeux de discrimination basés sur la race, basés sur l'âge aussi. Donc, c'était une façon
où la discrimination pouvait prendre racine parce qu'il n'y avait aucune modalité objective d'évaluation. Tout dépendait de l'observation que faisaient les maîtres de stage. C'est pour les stages. Évidemment, comme je le disais, au cycle supérieur, un échec à une évaluation finale est une mise hors programme, est une exclusion. Pour la plupart des programmes qui vont se compléter par un mémoire ou par une thèse, il y aura souvent un jury qui va faire l'évaluation. Ce n'est pas le cas dans toutes les universités. Ça va varier beaucoup en fonction des règlements universitaires. À l'Université de Sherbrooke, ça se fait par jury. Évidemment, les jurys sont plus nombreux. Mais c'est pas rare qu'on va avoir un effet de contamination. Pour deux raisons. Les gens qui vont siéger sur le jury ne viennent pas de nulle part. Ils ne sont pas sur une banque aléatoire de personnes pouvant siéger sur des jurys. Ils sont sélectionnés dans l'entourage du département, dans l'entourage du directeur. Et donc, il est possible, je ne dis pas souvent, mais il est possible qu'il y ait contamination du jury. Et la contamination ne veut pas dire « vous allez couler mon étudiant ». Mais si à chaque fois que le professeur ou le directeur discute du cas, du dossier ou du projet de l'étudiant et qu'il y a toujours une teinte négative, le jury va débuter avec, comme on dit pour ceux qui aiment le baseball, avec 2 prises. Il va déjà avoir 2 prises contre l'étudiant et ça augmente ses risques. Ce sera aussi le cas pour les évaluations orales. Encore une fois, aucune trace. Et même s'il y a des modalités de révision, que ce soit à Sherbrooke ou ailleurs, lors d'évaluations orales, c'est le professeur qui a fait passer l'évaluation. Beaucoup d'universités vont prévoir que 2 personnes doivent être présentes pour être témoins justement des questions, puis s'il y a contestation, pouvoir avoir plus de matière que le propos unique du professeur qui a fait passer l'évaluation. Mais ce n'est pas comme ça partout. Et finalement, pour tout ce qui est des processus de révision, souvent, la personne qui a été responsable de faire l'évaluation va siéger sur le comité de révision. Mais encore là, risque de contamination, risque d'influence, surtout s'il y a une situation litigieuse qui dépasse le cadre académique. À ce moment-là, il y a des arguments pour le professeur de faire valoir son point, qu'il soit fondé ou non, alors que l'étudiant n'est pas présent dans la délibération. Je dirais que même qu'à l'Université de Sherbrooke, je constate que le risque est un petit peu plus élevé parce que les comités de révision sont souvent composés que de 2 personnes, c'est-à-dire le responsable d'évaluation et un pair du professeur. Donc, 50% des voix sont données à la personne qui a débuté, qui a donné la note a priori. Ça, c'est les règlements. Mais à travers toute la structure universitaire, il y a beaucoup d'agents qui sont appelés à donner des décisions qui vont avoir un impact sur la vie des étudiants. Évidemment, au cycle supérieur, les directeurs de recherche, mais tous les agents d'administration, les gens qui sont chargés de faire les inscriptions, les horaires, qui sont chargés de faire les liens avec les gouvernements, évidemment les directeurs de département. Tous ces gens-là sont appelés à rendre des décisions. Mais ça reste un petit monde. Et ne soyez pas dupes. Les gens parlent des étudiants et surtout si un professeur a un problème avec un étudiant en particulier, il y a des bonnes chances qu'il en a parlé à ses collègues. Donc, il y a toujours un risque de contamination. Et encore une fois, c'est toute l'institution, c'est tout le système qui est d'un côté et souvent l'étudiant qui est seul. Je déprime pas assez trop les gens, c'est bon? Personne ne veut abandonner? OK. Un autre enjeu, je vais rajouter une couche. Un autre enjeu. Les intervenants universitaires vont être organisés. Donc, il y a l'établissement d'enseignement lui-même, mais il y a aussi l'organisation des travailleurs. Les associations ou les syndicats de professeurs, de chargés de cours, du personnel administratif, qui ont la fonction de défendre leurs membres. Et le problème avec ce contexte-là, c'est l'introduction du droit du travail dans la structure administrative. Je m'explique. Quand un professeur, par exemple, va prendre une décision et que ça va créer un litige, l'université
peut prendre des mesures administratives pour aider l'étudiant, mais si elle prend des mesures pour corriger l'attitude du professeur, on n'est plus dans de la mesure administrative, on est dans du disciplinaire, dans du droit du travail. Et à ce moment-là, c'est la convention collective du professeur qui va s'appliquer, ou du chargé de cours, ou du travailleur, quel qu'il soit, dans quel que soit son domaine d'expertise. Mais du moment où le litige est saisi par le droit du travail, les parties au litige vont être l'employeur, donc l'établissement d'enseignement, et le syndicat. L'étudiant, comme partie prenante, n'est plus invité dans le débat. Ce qui va souvent donner une perspective étrange au dossier, parce que on veut faire la preuve d'un contexte entourant, par exemple, un chargé de cours, mais l'étudiant n'est pas nécessairement invité comme partie, donc il ne peut pas simplement faire avancer sa position. Il peut être invité comme témoin si l'une ou l'autre des parties l'invite à être témoin. Mais encore là, il ne sera pas maître de faire avancer sa position, il va simplement pouvoir répondre aux questions que les parties, l'université et le travailleur vont lui poser. Dans certains cas, étant donné les délais, les étudiants ne seront plus étudiants. Pour les étudiants québécois, ils seront peut-être rendus ailleurs, dans un travail, dans un autre moment de leur vie. Pour les étudiants étrangers, souvent, ils vont être retournés chez eux. Donc, tout ce délai-là fait que, sur le plan administratif, encore une fois, l'étudiant n'est plus au centre du litige. Et c'est l'autre enjeu pour les étudiants, faire valoir les droits. Il y a deux grandes questions par rapport à ça. Il y a la limite de l'efficacité des politiques institutionnelles. Les universités ont tous et toutes, pris des politiques pour protéger les étudiants d'une façon ou d'une autre. Mais à ce moment-là, on reste dans le cadre institutionnel. On n'est pas dans un contexte hors de l'université, on est dans le cadre administratif. Les universités vont souvent prévoir, dans le meilleur de leur capacité, des politiques, mais souvent des enjeux de politique à l'interne, des enjeux de droit du travail, de conventions collectives, vont créer une pression où les décideurs vont encore une fois être du côté de l'institution. Et pour l'étudiant, qui va souvent se retrouver seul dans l'application des politiques, qui est déjà dans une situation de vulnérabilité parce que âgisme, parce que faire face à l'ensemble de l'institution peut être épeurant, face à appliquer des politiques qu'on ne connaît pas nécessairement, alors que l'établissement d'enseignement a des gens qui sont responsables de l'application des politiques, alors que l'étudiant n'a pas nécessairement de ressources pour l'appuyer là-dedans. C'est de plus en plus de facteurs qui vont porter l'étudiant à ne pas nécessairement faire respecter ses droits. Et le problème, c'est que, ultimement, sur beaucoup de questions, le recours aux tribunaux est impossible. Pourquoi? Parce qu'en matière d'enseignement, en matière d'éducation, les tribunaux sont extrêmement frileux d'intervenir dans une décision d'un établissement d'enseignement. Et ça, c'est bon au primaire, au secondaire, à l'université. Vous n'aurez jamais un tribunal qui va dire « Non, cet étudiant-là n'aurait pas dû avoir telle note, il aurait dû avoir telle autre note. » Ça n'arrive pas. Il va évidemment y avoir des situations où les tribunaux vont intervenir. S'il y a discrimination au sens de la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne, s'il y a manifestement mauvaise foi, s'il y a eu un abus de droit, oui, les tribunaux vont intervenir. Mais ce n'est pas les tribunaux qui vont ultimement régler la situation parce qu'eux n'interviendront pas sur le résultat de l'évaluation. Ils vont simplement annuler le fait qu'il y a eu l'évaluation. Dans certains cas, ils ne vont même pas annuler, ils vont simplement ordonner qu'il y ait compensation du dommage. Mais si on revient au début de la présentation, l'objectif pour l'étudiant, c'est un investissement pour une carrière, pour une vie meilleure. C'est très rare que le dommage va être pleinement compensé, surtout que les délais peuvent être très longs. OK, ça c'est les étudiants en général. Rajoutons une couche, parlons des étudiants étrangers.
Et je sais que je ne semble pas nécessairement la personne la mieux placée pour parler d'étudiants étrangers. Je ne suis pas un étudiant étranger, je n'ai pas étudié à l'étranger. Ceci étant dit, ce dont je vais vous décrire pour une grande partie tient d'observations que j'ai pu faire en travaillant avec des étudiants, mais c'est aussi des résultats de beaucoup d'évaluations, que ce soit dans les universités québécoises, des universités canadiennes, mais aussi des universités un peu partout dans le monde. Le contexte des étudiants étrangers est souvent le même sur différents aspects. Ces aspects-là, l'intégration. Deux grands enjeux. Le premier, celui de la langue. Il y a malheureusement, à bon ou à tort, mais avec des conséquences dans les deux cas, une situation où au Québec, on va inviter beaucoup d'étudiants, surtout au cycle supérieur, à venir étudier dans les universités québécoises. Mais les universités québécoises, pour la grande partie, ont une mission d'enseignement en français. Mais on va admettre des étudiants qui n'ont pas des requis minimaux en français pour toutes sortes de raisons. On va, dans certains cas, et je ne veux pas pointer aucune université, avancer le fait que les études peuvent être faites en anglais, par exemple, ce qui n'est pas toujours vrai. Ou qu'ils auront le temps dans leurs études d'apprendre la langue française. Heureusement, je parle français, mais être étudiant au cycle supérieur, d'investir dans un projet de recherche où l'objectif, au final, est d'avancer la connaissance dans un domaine particulier, laisse très peu de place à une immersion totale en français. Un autre enjeu, dans le domaine, dans tous les domaines, je dirais, mais en sciences particulièrement, la recherche, les publications se font en anglais. Donc, l'étudiant est rarement plongé dans le fait français et ça cause un problème. Des fois, au niveau de la performance académique, mais ça crée un autre problème, ça crée un problème d'isolement. Parce que l'étudiant qui ne parle pas français au Québec, en région encore plus qu'à Montréal, va être isolé de sa communauté, va être isolé des autres étudiants. Et c'est un effet qui est perçu un peu partout où les gens des communautés vont souvent se rencontrer entre eux, vont créer un bassin entre personnes qui partagent la même culture. Et c'est le deuxième élément, la culture. Et ça va prendre beaucoup d'aspects. Le premier, et de façon générale, le mode de vie est différent. Que ce soit au Québec, que ce soit partout dans le monde, le taux de décrochage des étudiants étrangers est plus élevé que celui des nationaux. Et on va voir des signes plus fréquents de colère, de tristesse, de désespoir, toutes des conséquences liées à l'isolement et, dans certains cas, la dépression. Et c'est encore plus fréquent chez les étudiants étrangers que, par exemple, au Québec, les étudiants québécois, parce qu'il y a moins de support en place. Généralement, moins d'amis, moins de famille. Et pour toutes sortes de raisons, les étudiants étrangers vont des fois être moins enclins à partager la douleur, la souffrance avec leurs proches qui sont à l'étranger. Parce que la distance rend le contexte plus difficile à exprimer et à justifier, mais aussi dans certains cas, parce que les étudiants sont envoyés en mission dans le cadre de leurs études. D'exprimer qu'ils ont des difficultés peut être honteux. Et c'est une réalité auquel les étudiants doivent faire face qui augmente de beaucoup leur stress. Évidemment, le mode de vie inclut des notions de religion, des notions, comme je disais, de langue, mais aussi sur la façon, sur le mode d'apprentissage. Il y a des études qui ont démontré, par exemple, que les étudiants qui venaient de pays où le mode d'apprentissage était fondé sur la mémoire, sur la mémorisation de principes, de textes, de données, lorsqu'ils venaient, par exemple, au Canada, où le mode d'enseignement est beaucoup plus participatif, est interactif, ils ont beaucoup de difficultés à s'adapter, ce qui augmente d'autant le stress et les risques d'abandon des études. Donc, tout ce contexte-là se rajoute aux mêmes contraintes de financement, qui est d'autant plus exacerbé pour les étudiants étrangers parce que les frais des étudiants étrangers sont plus élevés que les frais des étudiants québécois, qui vont s'ajouter
à la délocalisation, parce qu'un étudiant québécois qui vit une contrainte de passer de Saint-Apollinaire à Montréal, imaginez l'étudiant qui vient d'un pays africain et qui vient au Canada. Pour la petite anecdote, j'ai déjà accueilli avec un établissement d'enseignement des étudiants africains au mois de janvier. Et l'établissement d'enseignement apportait des manteaux et des bottes parce que les étudiants africains n'avaient pas pensé qu'en arrivant à Montréal, il y aurait de la neige. Donc, c'est le genre d'événement qui rentre dans l'expérience des étudiants étrangers, qui rajoute sur leur vulnérabilité. Et deux autres aspects que je lis. Le premier est lié à la discrimination. Que ce soit, peu importe le pays, il y a souvent discrimination. Et je ne parlerai pas de cas évidents, je vais vous parler des étudiants français qui viennent au Québec. Les étudiants français qui viennent au Québec viennent ici avec un bagage, avec une histoire, qu'ils doivent souvent dénoncer eux-mêmes. Ils doivent s'annoncer comme les maudits Français. Ils doivent se présenter comme « je suis un étranger » et je fais déjà mes excuses pour ce que j'ai de différent. Beaucoup d'étudiants français vont en être frustrés, beaucoup aussi vont finalement adopter ça. Mais si des étudiants qui partagent la même langue et dans une certaine mesure un même historique culturel vivent une discrimination par rapport à l'emploi, par rapport à leurs collègues de travail, que dire de gens qui viennent de cultures, de langues, de religions différentes? Et je le lis avec la connaissance des droits. Je suis avocat, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Les gens, en général, ont une grande méconnaissance de leurs droits. Et je parle d'avocats par rapport à d'autres domaines d'expertise, la population en général, et c'est pire dans le cas d'étudiants étrangers. Pour deux aspects. La méconnaissance, évidemment, on change de pays, on change de contexte de droit. Je voudrais au Canada, quand je vais dans les autres provinces, comme avocat même, je ne connais pas l'état du droit. Donc, de pouvoir faire l'étape suivante, c'est-à-dire que je connais mes droits et ensuite, je les fais respecter, on est déjà une étape en arrière. Mais il y a un autre contexte pour les gens qui ne sont pas étrangers, qui ne sont pas nationaux, qui sont étrangers. C'est de dire, est-ce que je suis en droit, moi, comme personne qui n'est pas du pays, à revendiquer un droit? Je vous dirais, comme avocat, que oui, tout à fait, les gens ont le droit de revendiquer leurs droits, peu importe d'où ils viennent, tant qu'ils sont ici. Mais le sentiment est réel. Et les obstacles administratifs à faire valoir ses droits, les obstacles financiers, mais surtout les délais, rendent très difficile le fait pour des gens. En fait, la perspective sur ces délais, sur les frais, rend les gens peu susceptibles de faire revendiquer leurs droits. Et pourtant, une personne qui est victime de discrimination a simplement à présenter une plainte à la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse, qui, elle, si la plainte est fondée, va assumer les frais, va assumer la défense. Si c'est dans le milieu du travail, la Commission des normes et de la santé et sécurité au travail, la SNES, va recevoir la plainte, va faire l'étude et, s'il y a matière, va conduire la plainte et en assumer les frais. Donc, ce n'est pas toujours des questions de financement, mais c'est une question de méconnaissance des droits. Les citoyens, les étudiants, les résidents permanents au Québec ne connaissent pas leurs droits. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les étudiants étrangers aient cette connaissance-là et qu'ils sont encore donc moins susceptibles de les revendiquer. Tout ceci étant dit, il y a aussi la question de l'immigration. Et là, je vais me permettre d'être un peu plus théorique et simplement d'introduire en disant qu'au Canada, la question de l'immigration est une compétence partagée. C'est-à-dire que autant les provinces que le Parlement fédéral a la capacité de légiférer en matière d'immigration. Évidemment, pour la très grande majorité, c'est le gouvernement fédéral qui mène le bail. En fait, la plupart des provinces canadiennes, à l'exception du Québec,
ont très peu investi dans ce pouvoir en immigration-là. Pour pouvoir étudier au Canada, si on n'est pas ni citoyen ni résident permanent, il faut un permis d'études. Donc, il faut faire la demande d'un permis d'études et il faut également disposer du droit d'entrée au pays, c'est-à-dire un visa ou une autorisation de voyage électronique. Donc, c'est deux demandes distinctes. Je vais surtout me concentrer sur la question du permis d'études. Le permis d'études, donc, permet à une personne qui n'est ni résidente ni citoyenne d'étudier. On ne peut étudier dans un établissement d'enseignement au Canada si on ne détient pas un permis d'études. Et les établissements d'enseignement vont faire généralement les vérifications au moment de recevoir un étudiant, donc vérifier la citoyenneté, la résidence permanente, ou le cas échéant, s'assurer que l'étudiant a un permis d'études. Pour obtenir un permis d'études, donc, il faut, de un, être accepté par un établissement d'enseignement désigné. Par établissement d'enseignement désigné, on parle des établissements qui sont déterminés par chacune des provinces comme étant des établissements universitaires ou collégiaux, ou dans certains cas primaires, secondaires, ou qui sont reconnus par le gouvernement provincial. Il faut pouvoir démontrer qu'on peut payer ses études, qu'on peut assumer les frais de subsistance pour soi et, le cas échéant, pour sa famille, également les frais de transport pour arriver et, surtout, pour sortir du pays, pour soi et pour sa famille. Il faut, par ailleurs, avoir un bon dossier, donc avoir respecté les lois au Canada, ne pas avoir de dossier judiciaire. Il faut que l'agent d'immigration soit convaincu qu'une fois les études complétées, la personne pourra quitter le pays et il faut que la personne soit en bonne santé. Et tout ça se fait généralement accompagné par une lettre qui motive la demande de permis d'études en présentant le projet d'études, le projet de carrière comme tel. Maintenant, la conséquence pour tout ça, c'est que l'étudiant doit maintenir les conditions d'obtention de son permis pendant toute la durée de son permis et de sa présence au Canada, notamment celle d'être aux études. Donc, pour un étudiant qui est aux études postsecondaires, il a toujours la possibilité de changer de programme. Les étudiants qui ont des permis d'études pour le primaire doivent faire une demande de permis supplémentaire pour les études secondaires et les mêmes étudiants au secondaire doivent faire les demandes pour passer aux études postsecondaires. Dès qu'on est aux études postsecondaires, donc au Québec, cégep, université, on peut changer de programme sans faire de demande. Il faut évidemment en aviser le ministère de l'Immigration, mais on n'a pas besoin de faire une demande de permis. Mais ça, c'est valide tant qu'on est aux études. Autrement dit, si on est mis hors programme, il faut se dépêcher d'être réadmis dans un programme, sinon techniquement, le permis d'études n'est plus valide, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Les autres éléments, c'est-à-dire qu'on doit travailler à l'achèvement du projet d'études. Donc, un étudiant doit être inscrit, mais il ne peut pas juste être inscrit dans un programme sans travailler à l'avancement. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en recherche doit faire avancer son projet de recherche. Il ne peut pas simplement dire « je suis inscrit, pendant ce temps-là, je vais à la plage ». Et on se rappelle que les permis d'études ont une durée, au bout de laquelle on doit quitter le pays. Donc, si le projet de recherche prend du temps, si l'étudiant, pour toutes sortes de raisons, ne peut rester dans un processus d'études, ça prolonge son projet d'études. Évidemment, on peut demander une prorogation, on peut demander un prolongement de la durée du permis d'études. Une fois, pas de problème. 2 fois, on va commencer à poser des questions au niveau du ministère de l'Immigration. Donc, il y a toujours cette contrainte-là qui pèse sur les étudiants qui sont étrangers, d'autant plus au cycle supérieur. Au premier cycle, un étudiant a beaucoup plus de contrôle sur la durée de ses études. Il n'a qu'à passer des cours. Il peut les structurer par crédit à l'intérieur de son cheminement en fonction de l'offre de cours de l'université. Mais dans un contexte de recherche particulièrement,
où la ligne, l'ordre du jour de la journée est beaucoup moins clair et des fois ne dépend absolument pas du travail de l'étudiant, mais de l'avancement des travaux de l'équipe, de l'attente de résultats qui viennent de tiers, de délais de rédaction et de correction venant d'un professeur, à ce moment-là, ça met l'étudiant toujours à risque de s'approcher de son délai de péremption de son permis d'études sans que lui-même ait de contrôle là-dessus. Et tout ça crée une énorme vulnérabilité sur l'étudiant. De façon générale, tout va bien. Les étudiants passent à travers leur projet, réussissent, même si le taux de décrochage des étudiants étrangers est plus élevé que les étudiants québécois. La majorité des étudiants vont réussir, vont passer à travers leur projet d'études. Mais cette vulnérabilité-là a plusieurs conséquences au niveau de l'étudiant dans sa vie personnelle. On a parlé de dépression, mais on parle de vulnérabilité au sens plus large. Pour beaucoup d'étudiants étrangers, le rapport à l'autorité n'est pas le même que pour les étudiants québécois. Ça vient avec une connaissance des droits, de la culture, de la façon de revendiquer ses droits, mais simplement aussi d'un rapport entre comment on doit agir, comment on doit se comporter par rapport à quelqu'un qui est en position d'autorité. Et pour un étudiant qui est seul, face à un professeur qui a une reconnaissance internationale, qui a une chaire de recherche, qui lui donne son financement, qui dirige son projet d'études, qui relève de l'université, qui elle-même est une institution prestigieuse, qui elle-même a des politiques puis des structures, comment l'étudiant, lui, peut se positionner? Et si le professeur lui demande de pelleter son entrée, comment l'étudiant, dans certains cas, se sent autorisé à dire non? Et c'est un contexte qui est réel. Bon. Comme je disais, la majorité des étudiants, ça va bien. Mais il y a certains cas, malheureusement, et pour beaucoup dont on n'entendra jamais parler, pour qui les étudiants vont abandonner. Avec toutes les conséquences dont on a parlé. Avec un étudiant qui a investi 4, 5, des fois 6, des fois malheureusement plus, d'années dans un projet, avec des coûts de subsistance, des frais d'études, dans certains cas plus élevés parce que l'étudiant est étranger, dans faire vivre une famille, dans perdre les revenus qu'on n'a pas pu avoir parce qu'on travaillait, on ne travaillait pas pendant cette période-là, plus les revenus de la famille, parce que dans certains cas, de quitter un pays, accompagner quelqu'un qui vient faire des études, ne veut pas dire nécessairement que les autres membres de la famille vont pouvoir trouver du travail. Oui, et puis j'ai sauté rapidement là-dessus. Les étudiants qui ont un permis d'études peuvent travailler dans certaines conditions. 20 heures hors du campus, 40 heures par semaine sur le campus et à l'extérieur des périodes de cours à temps plein. Mais l'étudiant qui a un permis d'études a ce droit-là. Les autres membres de la famille, pour pouvoir travailler, doivent demander des permis de travail ou doivent demander des permis d'études s'ils veulent étudier. Donc, c'est tout un contexte qui rend la personne vulnérable, qui a coûté cher en temps, en argent, en énergie, et qui, ultimement, pour une raison ou une autre, prend fin abruptement, sans résultat. Et avec des conséquences, oui, matérielles, mais avec des conséquences sur la réputation, par rapport à autrui, mais par rapport aux gens qu'on a laissés dans le pays d'où on vient, et par rapport à tout notre entourage. Un échec, c'est dur pour des étudiants québécois, mais quand on a investi autant qu'un étudiant étranger pour venir étudier dans un autre pays, c'est d'autant plus cuisant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il n'y a pas que des problèmes. Il y a des ressources. Je dois dire, pour les établissements d'enseignement, il y a plusieurs universités qui ont déjà mis des ressources pour aider la communauté des étudiants internationaux à mieux passer à travers les défis qui les attendent. Mais souvent, ce que je peux constater, c'est qu'il y a un schisme entre les services qui sont responsables de l'accueil, de la vie étudiante, des étudiants, et la communauté professorale. Il doit y avoir une sensibilisation de la réalité des étudiants en général, mais des étudiants étrangers en particulier sur ces questions-là,
auprès de l'ensemble des décideurs universitaires pour que cette perspective-là soit prise en compte. Je ne pense pas qu'elle doit tout trancher. Mais exclure cette perspective-là, c'est nier l'aspect humain du projet. C'est aussi donner plus de force au décalage qui existe entre l'étudiant et l'établissement d'enseignement. L'autre solution que j'aimerais avancer, le REMDUS va m'aimer pour celle-là, les étudiants doivent se donner les ressources pour être bien représentés. Le Québec est un précurseur en ayant une loi qui favorise le financement des associations étudiantes, qui favorise leur établissement et leur fonctionnement. Et les étudiants se doivent d'investir dans les associations étudiantes pour être mieux représentés. Le corollaire est aussi que les associations étudiantes se doivent de faire cette promotion-là et cette sensibilisation-là auprès de leurs membres, à la fois pour que tous les étudiants soient sensibilisés à la situation. Je disais, il y a des enjeux de discrimination qui viennent d'employeurs potentiels, dans certains cas du corps professoral ou du corps des enseignants, mais souvent des collègues étudiants, des étudiants étrangers, parce qu'il n'y a pas de sensibilisation. Tout le monde se perçoit dans le même bateau, alors que ce n'est pas tout le temps le cas. Et les associations étudiantes sont bien placées pour aider à faire ce lien-là, parce que c'est les étudiants pour les étudiants. Donc, favoriser le contact, se structurer de façon à pouvoir remplir cette mission-là, mais aussi pour les associations étudiantes d'établir des bons partenariats universitaires. Ça veut dire, oui, travailler de concert avec les structures administratives qui assurent le rôle de sensibiliser, d'appuyer la communauté internationale, mais aussi de se positionner sur le plan réglementaire, sur le plan des politiques. Parce que, comme je le disais, les professeurs, les chargés de cours, les membres de l'administration, lorsqu'il y a un problème, vont presque systématiquement être appuyés par une association, par un syndicat, par des ressources professionnelles. Et l'étudiant va être seul. Des fois parce qu'il ignore que son association étudiante peut remplir ce rôle-là, mais des fois parce que l'association étudiante elle-même n'a pas ce droit-là. Et je pense que d'autant plus dans un contexte où l'étudiant est plus vulnérable que n'importe quelle autre partie prenante au sein de l'université, on doit faire une place à ce qu'il y ait cet accompagnement-là. Je pense que les associations étudiantes sont le bon vecteur pour autant qu'elles prennent ce rôle-là au sérieux, mais sinon des ressources comme à l'Université de Sherbrooke, la protectrice de l'étudiant, ou dans d'autres contextes, les ombudsmen universitaires, sont des ressources qui doivent être investies. Mais de façon générale, tout part de cette compréhension-là de l'autre, c'est-à-dire des enjeux, des dynamiques, des motivations, du dialogue. Quand ces choses-là ne sont pas nommées, elles ne peuvent pas être abordées. Et donc, je remercie le REMDUS de m'avoir invité pour pouvoir en parler. Et je prends vos questions. Avant de passer aux questions, je vais simplement souligner le travail de Maître Éric Taillefer, donc, qui est avocat au Centre communautaire juridique de Montréal, qui m'a assisté pour la présentation, en fait, tout ce qui est lié à l'immigration. Donc, je le remercie et je passerai aux questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Peut-être aller au micro simplement pour l'enregistrement. En fait, moi j'ai une question à propos d'un étudiant international, à propos de l'immigration. Par exemple, quelqu'un qui a déjà fait ici l'université et qui a fait plus que 3 ans, qui est reparti chez lui, il a eu la résidence permanente, il est revenu. Or, vous savez que la nouvelle loi à partir de l'automne, donc pour avoir la nationalité, ce n'est plus 4 ans, c'est 3 ans. Or, il était dit quelque part que chaque jour passé ici compte une demi-journée. Donc, le fait que la personne soit partie à l'étranger, faire 3 à 4 ans et revenir
est-ce que les 4 années qu'il a passées ici sont comptabilisées dans la nationalité ou pas? Il n'y a pas de réponse. Je suis désolé, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre directement sur cette question-là. Oui. Je vous promets ceci, toutefois, je vais vérifier avec Mme Taillefer et puis je transmettrai la réponse au REMDUS. OK. Vous pourrez faire le suivi avec... Parce que la nouvelle loi sera à partir de l'automne prochain. Merci. Plaisir. Ah, les micros. Donc, je voulais savoir, vous avez dit qu'un étudiant sur le campus peut travailler 40 heures semaine. Oui. OK, c'est pas 20 heures sur le campus en tant que tel. Non, c'est 20 heures hors campus. En même temps que ses études. En même temps. Hors campus, c'est souvent parce que la théorie derrière ça, évidemment, on ne présume jamais de la motivation du législateur, mais la théorie, c'est que si le travail est à l'extérieur du campus, ce n'est potentiellement pas relié aux activités d'études. Alors qu'on assume que sur le campus, ça pourrait l'être. Pas nécessairement. Donc, il y a des étudiants qui vont travailler à la cafétéria tout en étant sur le campus. Mais c'est pour, par ailleurs, éviter aussi les liens entre est-ce que je suis un travailleur au sens du fait que je reçois une bourse ou un financement pour des travaux reliés à mon projet de recherche, par exemple. Donc, ce serait pour permettre que ces heures-là soient effectuées sans qu'il y ait intervention du ministère de l'Immigration ou du ministère du Travail, tout en le permettant. Donc, voilà. Mais l'étudiant ne pourrait pas être inscrit autrement qu'à temps plein aux études en même temps de faire ça. Il ne pourrait pas être à temps partiel pour faire son 40 heures. Un étudiant peut même ne pas avoir de cours à une session, pour toutes sortes de raisons. Comme je disais, il faut travailler activement à l'avancement, à l'achèvement du projet d'études. Ça ne veut pas dire qu'on doit être à temps plein 3 sessions par année. C'est sûr que c'est très rare que les agents d'immigration vont faire des enquêtes de suivi en cours de permis. Ce qui va arriver, par contre, c'est qu'au moment du renouvellement, parce que le délai du permis est arrivé à échéance, donc on demande un renouvellement pour poursuivre les études, les agents d'immigration vont poser des questions. Pourquoi ça a pris autant de temps? Des fois, on peut facilement le justifier en disant travailler avec certains partenaires, mon directeur de recherche est décédé dans un accident de voiture, des choses qu'on souhaite à personne. Dans certains cas, par contre, il va falloir dire, j'ai pris une année sabbatique. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pendant ton année sabbatique? Pourquoi tu as pris cette année sabbatique-là? C'est sûr que si l'étudiant a performé du 4.3 sur 4.3 pendant 4 ans, à 3 sessions par année, ça se peut qu'on lui laisse une année sabbatique puis que l'agent d'immigration ne pose pas de questions. Si par contre, pendant 1 an, l'étudiant a travaillé de façon non reliée à son projet d'études sur le campus, on va aller plus loin, on va essayer d'obtenir des justifications. En termes d'arbitraire, puis c'est un problème, les agents d'immigration ont beaucoup d'autonomie pour rendre leurs décisions et ils la motivent beaucoup moins que c'était le cas à une époque. Mais plus qu'à une autre époque aussi. Fait que bref, c'est toujours en évolution. Bon. Je sais pas si ça répond. Oui, ça répond très bien, merci. J'aurais une petite question, c'est juste pour m'assurer si un étudiant international peut signer un contrat de travail à l'extérieur du campus tant que c'est dans les 20 heures semaine, un contrat de travail avec un organisme par exemple. Si un étudiant étranger, je veux dire international, pourrait signer un contrat de travail à l'extérieur du campus pour plus de 20 heures? Non, 20 heures quand même, mais un contrat de travail. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Il y a le permis d'études est assorti d'une condition de travail qui lui permet de travailler 20 heures à l'extérieur du campus. Donc, le fait de signer un contrat de travail est inhérent. En passant, ce n'est pas parce qu'on signe ou non un contrat de travail que le contrat de travail existe ou non. Le fait d'avoir une entente verbale pour travailler à l'extérieur du campus est un contrat de travail avec l'employeur à ce moment-là. Donc ça, c'est pas... Le fait de signer ne change rien. De toute façon, on a le droit de signer un contrat même si on n'est pas ni citoyen ni résident, donc le contrat resterait valide. L'enjeu aussi, c'est si l'étudiant le signe pour plus de 20 heures, et qu'il travaille plus de 20 heures, c'est une contravention à son permis d'études. Et la contravention au permis d'études, à ce moment-là, est un défaut et annule, si un agent d'immigration constate, peut annuler le permis d'études. Donc, on ne peut plus étudier et on doit sortir du pays.
Donc, c'est important quand même de respecter ces délais-là. Et j'ai oublié de parler d'une question, parce que je ne sais pas ce qui est arrivé dans mes notes. Il y a un autre risque, comme je disais, le permis d'études est assorti de la condition d'avoir un bon dossier de conduite, pas de conduite automobile évidemment, mais ne pas avoir de dossier criminel. La pression qui est exercée sur les étudiants en général va causer dans certains cas des délits mineurs. Maître Taillefer me disait que plusieurs cas qu'il a vus d'étudiants avec des problèmes au niveau de leur permis d'études, c'est des vols d'épicerie. La contrainte financière est tellement lourde qu'on vole une pomme, on se fait arrêter par la police, on plaide coupable, dossier criminel, révocation du permis d'études, expulsion. Et c'est ridicule, c'est pour une pomme, là, dans un contexte où l'étudiant a une hyper-vulnérabilité. Donc, les banques alimentaires, c'est quelque chose qui peut être particulièrement utile, plus que juste pour nourrir un étudiant et sa famille, mais pour éviter que le projet d'études soit totalement compromis. Parmi les autres délits, la drogue. Et malheureusement, c'est une réalité, encore une fois, comme disait Maître Taillefer, des fois, les gens qui ont la peau plus foncée sont plus susceptibles de se faire arrêter par la police dans une vérification. Là, la lumière sur le char était brûlée, puis ça mérite de vérifier le permis de conduire, puis tiens, tant qu'à faire une inspection du véhicule. Donc, ça vient avec ce lot-là. C'est une réalité, malheureusement. Que se passe-t-il si un étudiant signe pour 20 heures à l'extérieur du campus, mais il consacre plus de temps pour son travail? Est-ce que les agents d'immigration ont l'expertise pour vérifier si le temps déclaré est effectivement le temps passé donc au travail? Le problème, c'est qu'un employeur qui embauche une personne qui n'a pas le permis de travail valide fait une faute. Les employeurs, eux, généralement, vont s'assurer, surtout où la personne n'est pas citoyenne ni résident, qu'elle a le permis de travail valide. Et pour les étudiants internationaux, sur le permis d'études, il est inscrit les conditions liées au travail. De façon générale, ça implique le 20 heures hors campus, 40 heures sur le campus, mais il pourrait y avoir des conditions particulières dans certains cas spécifiques. Mais voilà. Je reviens. Et pendant l'été, oui, les étudiants internationaux peuvent travailler au-delà de 40 heures ou bien juste. Est-ce que le nombre d'heures est limité? À temps plein. Donc, c'est pas plus précis que ça. Ils peuvent faire des overtime aussi? Pardon? Overtime, c'est-à-dire 40 heures, 60 heures aussi? Oui. OK. Si à ce moment-là, ça ne compromet pas le projet d'études, il n'y aura pas de problème. Parce que pendant l'été, ils ne sont pas inscrits. Donc voilà, fait qu'un étudiant, par exemple, au premier cycle, qui reste au Canada toute l'année, mais qui a seulement 2 sessions de prévues à son programme, peut travailler à temps plein, faire de l'overtime, peu importe, pour autant qu'il a le droit de travailler à cet endroit-là. Okay. Merci. Plaisir. Donc, on a une question provenant du Facebook Live. Oui. Donc, la personne dit, par rapport à la rétention des étudiants internationaux après l'achèvement des études, la période où on est détenteur du permis post-diplôme, les emplois qualifiés ne sont pas offerts aux résidents temporaires, mais uniquement aux résidents permanents. Ce qui est problématique parce qu'on est obligé d'attendre jusqu'à l'obtention de la résidence permanente 1 an. Qu'en pensez-vous? Merci. J'ai pas d'opinion spécifique, mais effectivement, ça fait partie des problèmes administratifs après les études. Il y a beaucoup de travail, ceci étant dit, qui a été fait depuis 10 ans pour favoriser la rétention des étudiants internationaux. D'ailleurs, par beaucoup d'organisations étudiantes qui ont poussé pour favoriser là, à la fois des aménagements, mais aussi lever certaines barrières administratives. Il y a encore du travail à faire, donc ce serait mon commentaire là-dessus. Merci. Autre chose? Une fois? 2 fois? Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup de votre patience. Et comme je vous dis, si jamais vous avez des enjeux comme étudiants internationaux, n'hésitez pas à faire appel au service des gens au niveau à la fois de l'établissement d'enseignement et de vos assos étudiantes. L'établissement d'enseignement, souvent, sont là aussi pour vous. Ce ne sont pas que l'ennemi.
Et même au contraire, ce sont souvent les gens qui peuvent vous appuyer énormément pour le succès de votre projet d'études, les assos étudiantes dont le REMDUS. Donc, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ne sont pas étudiants étrangers, de ne pas hésiter à découvrir l'univers des collègues d'études qui viennent d'ailleurs. Ouvrir ses perspectives, ce n'est pas seulement quand on va à l'extérieur, c'est aussi de connaître les humains autour de soi. Donc, bonne continuité à ceux qui sont étudiants, meilleur succès dans votre projet d'études et bonne suite de journée. Juste un petit commentaire. Si jamais, advenant le cas, vous avez des litiges, soit avec votre directeur de thèse, des problèmes en propriété intellectuelle, peu importe, le REMDUS est là pour vous aider, si jamais, de toutes sortes, que ce soit académique. Si vous avez besoin de recours, venez nous voir. Puis nous, à la limite, on va vous référer à la bonne personne, advenant le cas, où on va s'occuper nous-mêmes du dossier. On a une personne, Vio ici, qui est là pour ça, s'occuper juste des dossiers académiques des étudiants, des problématiques des étudiants. Donc, venez nous voir, n'ayez pas peur, on est là pour ça.